Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 10 erreurs de débutants en immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me suis donné le petit challenge de faire un épisode du tac au tac avec 10 erreurs et ça va être trop bien pour vous parce que vous allez pouvoir voir si l'une de ces erreurs, vous les faites ou pas. Ok ? La première erreur, c'est d'être attiré par la facilité. Alors ça, c'est typique, c'est oh là là, j'ai la flemme. C'est facile quand même parce qu'on me propose un bien immobilier tout fait. Regarde, c'est déjà loué, c'est trop pratique. Ou bien tout simplement, je suis chez le banquier, il me présente le gestionnaire de patrimoine de la banque qui me dit tiens, fais tel programme, c'est facile. En fait, je vais vous apprendre un truc. À partir du moment où quelque chose vous dit que c'est facile, ça veut dire qu'on va essayer de tirer sur votre corde de la fainéantise. On l'a tous, la corde de la fainéantise, je ne vous jugerai pas là-dessus. Et en fait, du coup, on est attiré par ça, parce qu'on se dit, au moins c'est facile. Mais en fait, la facilité n'est pas forcément de bons conseils, ok ? C'est comme chercher l'homme de votre vie, c'est pas parce que c'est un homme, entre guillemets, facile à avoir, que c'est une bonne raison de le choisir, ok ? Donc c'est pareil, c'est pas, la facilité n'est pas gage de succès, d'accord, dans vos investissements immobiliers. Donc essayez vraiment toujours de vous dire, ok, je vais pas prendre ce critère-là, prenons de la hauteur. Quand quelqu'un me dit que quelque chose est facile, ou bien ce sera sans effort, en 3 minutes, que ce sera terminé, que voilà, et bien à ce moment-là, tout de suite vous dites, oh là là, mais c'est pas un argument ça. Moi, je veux pas que faire un investissement facile, moi je veux faire un investissement rentable. Donc c'est pas la même chose. Peut-être que, évidemment, vous allez tempérer en regardant, l'investissement qui va vous demander un énorme effort, mais il ne faut pas que ce soit votre premier critère. Sinon, vous tombez, entre guillemets, en achetant des SCPI très peu rentables. Voilà. C'est pas de bons conseils. Voilà. Donc, première erreur, ne soyez pas trop attiré par la facilité. Deuxième erreur, c'est de gober les discours de professionnels. Alors ça me met hors de moi. Mais vraiment hors de moi. Notamment, il y a des clients, il n'y a pas longtemps, qui nous ont relaté des rendez-vous avec des comptables, donc je considère quand même qu'un comptable, il est censé connaître ce qu'il dit, qui peuvent dire des énormités. Il y a même des personnes, d'ailleurs, des énormités par manque de compétences. Il y a également des gestionnaires de patrimoine ou bien des banquiers qui vont vous vendre leurs programmes qui sont pas bons, et c'est juste parce qu'ils ont un intérêt à vous les vendre, et vous allez gober ce qu'ils disent juste parce qu'ils ont une cravate quand ils vous parlent. En fait, il faut vraiment se mettre dans votre tête. Alors bon, moi je suis la spécialiste parce que je ne m'habille pas forcément de façon ultra carrée, professionnelle, etc. Mais en fait, ne vous laissez pas avoir par des gens en costume et en cravate juste parce qu'ils ont un titre en mode je suis expert comptable, je suis conseiller en gestion de patrimoine, je suis conseiller en banque privée, alors voilà. En fait, on se laisse trop facilement impressionner juste parce que c'est un professionnel. Mais partez du principe que c'est un humain, comme vous et moi. Il a fait des études, mais c'est pas parce qu'on a fait des études en fait qu'on est brillant. C'est pas parce qu'on a fait des études qu'on sait tout sur le sujet. C'est pas parce qu'on a fait des études sur un sujet qu'on a forcément, entre guillemets, le tampon, je peux pas dire de bêtises. Bah non, en fait, si, il y a des professionnels qui disent des bêtises. Et d'ailleurs, c'est super intéressant parce que observez ça dans le monde professionnel dans lequel vous évoluez. Moi, par exemple, j'étais ingénieure en informatique au départ, et le gap qu'il pouvait y avoir entre un ingénieur informatique et un autre, il était énorme. C'est-à-dire que nous, dans le milieu, on savait qui était bon, qui ne l'était pas. Okay ? Et c'est pareil, un médecin, évidemment qu'un médecin va penser à ses collègues et il va très bien savoir qu'il y a des médecins qui sont nuls. Okay ? Il y a des médecins qui sont bons. C'est pareil pour les professions sur tout ce qui est investissement financier. Il y a des bons comptables, il y a des mauvais comptables, il y a des bons CGP, il y a des mauvais CGP, il y a des bons banquiers, des mauvais banquiers. Ok, donc des bons notaires, des mauvais notaires. Donc faites super attention. Et d'ailleurs, je ne veux pas mettre de jugement là-dessus. C'est-à-dire que
le notaire n'est pas forcément incompétent, mais il va peut-être pas être à l'écoute, il va peut-être pas comprendre vraiment votre profil, il va peut-être avoir l'habitude de conseiller certains types de clients qui ne sont pas vous. Donc c'est pas parce qu'entre guillemets ils sont mauvais intrinsèquement, c'est juste qu'ils vont pas vous correspondre, ils vont pas comprendre exactement votre problématique, vos besoins, vos enjeux, vos ambitions. Donc ça vraiment faites attention, ne vous faites pas avoir par les discours de professionnels juste parce que c'est un professionnel en face de vous. Les débutants, ils se font avoir à chaque fois. Nous vraiment, c'est terminé ça. Même maintenant, ce qu'on a fait, c'est que on va faire plusieurs visites de notaires différents pour avoir plusieurs sons de cloche sur certains sujets spécifiques, parce que je ne veux même plus prendre des décisions en ayant discuté avec un seul interlocuteur de la profession. Je veux avoir plusieurs interlocuteurs de la profession pour, entre guillemets, comprendre qui dit vrai, qui dit faux et comprendre leurs différences de point de vue. Ok ? Donc les débutants, eux, ils voient un comptable et le comptable leur dit tel truc et du coup ils se disent c'est ça qu'il faut faire. Non, pas forcément. Ok, donc voilà, ça c'est le deuxième point. Ensuite, on va continuer direct. Troisième erreur, c'est de ne pas prendre soin de ses premiers prêts bancaires. Alors ça, pareil, ça me rend hors de moi. Désolée, là, en fait, c'est un épisode qui est en train de m'énerver et du coup, ça va durer plus longtemps que ce que je pensais. Mais en fait, pour moi, c'est un sacrilège de se dire, c'est bon, j'ai pas beaucoup de dettes, j'ai beaucoup d'argent de côté, ça va être super facile pour moi de lever un prêt bancaire. Donc franchement, j'ai pas besoin d'aide sur le sujet du prêt bancaire. Alors là, pour moi, typique, erreur qui clignote. Il faut vraiment comprendre que vos prêts bancaires, vous devez les soigner dès le début. C'est pas parce qu'ils sont faciles à obtenir que vous ne pouvez pas faire d'excellents prêts bancaires, encore mieux que, entre guillemets, juste en demandant un prêt bancaire. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que un investisseur aguerri, réfléchi, sait que chaque petite ligne, chaque petite négociation dans un prêt bancaire peut avoir un impact sur la suite de vos investissements. Que ce soit des clauses de modularité, clauses de suspension, que ce soit la durée du crédit, que ce soit la durée du différé, que ce soit un différé total, un différé partiel. Alors si vous comprenez rien à ce que je dis, c'est qu'il va falloir que vous soyez un peu mieux formés sur les prêts bancaires. Donc ne prenez pas à la légère les prêts bancaires du début, juste parce que ce sont les plus faciles à obtenir. Non, prenez vraiment le sujet des prêts bancaires bien en amont, enfin en tout cas dès le début de vos investissements, de les faire particulièrement intelligemment, parce que c'est ça qui va vous faciliter pour la suite de vos investissements. Quatrième erreur, c'est le fait de mettre de l'apport pour améliorer son cash flow. Alors ça, pareil, ça m'énerve. Les gens qui disent « j'ai fait un bon investissement, etc., j'ai du cash flow ». Mais en fait, si tu as mis la moitié en apport, c'est facile de faire du cash flow. Faire du cash flow positif en mettant 0 apport, ça, c'est un bon investissement immobilier. Ok ? Donc, essayez de bien faire attention. D'ailleurs, quand quelqu'un vous dit « j'ai fait un bon investissement, regarde, j'ai un cash flow de temps », ok, mais t'as mis combien d'apport ? C'est intéressant de se poser la question. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal de mettre de l'apport, j'ai pas dit ça. Mais c'est juste pour que vous relativisiez les choses et que vous ne soyez pas tenté à améliorer votre cash flow parce que vous avez trouvé un bien qui n'est pas vraiment rentable, en se disant tiens, je vais injecter de l'apport, comme ça j'aurai une petite mensualité et mon loyer compensera du coup ma mensualité parce que j'ai mis beaucoup d'apport. En fait, c'est pas un raisonnement d'investisseur aguerri, ça. Ça, c'est vraiment un raisonnement d'investisseur débutant qui ne se rend pas compte de l'impact que ça va avoir pour la suite de ses investissements, le fait d'avoir perdu un petit peu de trésorerie. Parce que oui, là, vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, t'inquiète, j'ai plein d'argent de côté, je m'en fiche d'injecter 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Je ne sais pas combien vous avez d'argent de côté, mais vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas énorme par rapport à tout ce que j'ai. Mais en fait, si. Parce que plus le temps va passer, plus vous allez enchaîner les investissements, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, et bien en fait, plus ça va devenir critique, plus votre argent que vous avez de côté va être important pour la suite. Parce qu'au début, forcément, c'est facile d'emprunter. Donc voilà, et puis vous dites, tiens, je mets un petit peu d'apport pour améliorer ma rentabilité. Mais en fait, non, là, vous êtes juste en train de vous mettre un doigt dans l'œil et de saboter une partie de vos jokers dès le début, alors qu'il faut les garder pour la suite. Donc, évitez vraiment au maximum de mettre de l'apport. Et si vous devez mettre de l'apport pour avoir du cash flow positif, c'est que le bien n'était déjà pas rentable au départ. Ensuite, 5e erreur,
et ça c'est aussi malheureux, enfin bref, il y a tout qui m'énerve aujourd'hui, c'est de copier une stratégie sans vraiment savoir pourquoi. Alors, sur Internet, il y a des modes. Ok, il y a des modes, il y a souvent même des publicités sur YouTube en mode arrêtez de faire du locatif, ce n'est plus d'actualité. Maintenant, il y a la nouvelle méthode secrète que je vais t'expliquer dans mon webinaire. Et puis après, peut-être qu'il y a des gens qui cliquent, parce que sinon il n'y aurait pas ces publicités. Donc il y a des gens qui cliquent, qui vont au webinaire et puis qui découvrent la nouvelle méthode. Alors la nouvelle méthode, ça peut être quoi ? Ça peut être la sous-location. Si jamais ils vous dites il n'y a pas de prêt bancaire, machin et tout, tu arrives à faire du cash flow sans emprunter à la banque, donc peut-être c'est la sous-location. Ça peut être marchand de biens. Il y en a qui promettent marchand de biens et monts et merveilles avec le marchand de biens. Il y a la location courte durée, il y a les logements atypiques. Et en fait, toutes ces stratégies sont des stratégies et peuvent être potentiellement bonnes, mais n'ayez pas le syndrome de l'objet brillant en vous disant « Ah, c'est génial, je vais faire telle stratégie ». Mais en réalité, toutes les stratégies ont une valeur, ok ? Le locatif classique a une valeur, le locatif en location courte durée a une valeur, le marchand de biens, ça a de la valeur. Faire de la sous-location, ça peut être une très bonne opportunité. En fait, il y a plein de stratégies possibles, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est par rapport à sa situation laquelle est la plus pertinente. Et ça demande une vraie intelligence et un vrai recul. Donc souvent, les investisseurs débutants ne l'ont pas. Et c'est ça qui est malheureux, et donc ils vont se plancher, on va dire, corps et âme dans une stratégie parce qu'ils ont trouvé le mec qui expliquait la stratégie sympa, mais en fait, c'est peut-être pas la bonne, en fait. C'est peut-être pas la bonne. Là, tu es peut-être en train de te saboter tes 3 premières années d'investissement parce que tu choisis une stratégie qui va pas être intelligente pour toi. Ok ? Donc ça, c'est juste essayer d'avoir du recul. C'est pas parce que quelqu'un a appliqué une stratégie que c'est forcément la bonne pour vous. Et d'ailleurs, nous, on a acheté des immeubles de rapport qu'on a mis en location longue durée, mais sachez que dans notre club, par exemple, dans les membres du club, tout le monde ne fait pas des immeubles en location longue durée. Oui, il y en a forcément une plus grande partie, mais il y en a aussi une partie qui font des colocs. Il y a une partie qui fait de la location courte durée. Il y a une partie aussi qui fait des mix de plusieurs stratégies. Mais en fait, c'est parce qu'il faut, en tout cas, une forme de recul sur sa situation pour voir quelle est la stratégie la plus impactante par rapport à ses objectifs, laquelle va faire avancer le plus vite vers ses objectifs. Bon, honnêtement, l'épisode, là, il est déjà à plus de 11 minutes. Je vois bien que quand j'enregistre, alors que je voulais faire quelque chose de court, donc je vais le renommer en 5 erreurs, et puis je vais faire un deuxième épisode pour la semaine prochaine qui va vous parler des 5 autres erreurs. Parce que je veux pas non plus vous assaillir d'erreurs. Peut-être que là, déjà, vous avez déjà remarqué que vous en avez fait plusieurs. Donc je vous laisse digérer tout ça, et puis je vous parle des 5 autres erreurs dans le prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, et à bientôt!